Lors de leur passage de Premiere 6 à Premiere Pro, des repères notes nous ont signalé des points leur posant question. Nous allons donc voir dans ce tutoriel comment certaines fonctions de Premiere 6 se retrouvent déclinées autrement sous Premiere Pro, le but étant de pouvoir retrouver ces repères. Pour la capture par lot dans Premiere 6, on utilisait des listes dans lesquelles étaient référencés l'ensemble des plans que l'on souhaitait capturer par la suite. Pour ajouter des plans dans ces listes, il suffisait d'aller dans la fenêtre d'acquisition vidéo, en prenant bien garde de nommer sa bande, puisque c'est ce nom de bande qui est ensuite rappelé par Premiere pour lancer la capture, puis en définissant ici un point d'entrée et un point de sortie, on pouvait rajouter donc les plans dans la liste, éventuellement des commentaires, ou alors on pouvait directement cliquer sur acquisition entrée-sortie pour capturer tout de suite ce plan par rapport au point que l'on venait de définir. Ici, j'ai donc bien le plan que je viens de définir qui s'est rajouté à la liste et qui est donc en attente de capture. Selon ces méthodes de travail, on pouvait utiliser plusieurs listes de capture selon que l'on veuille par exemple classer ces éléments par thème ou par cassette. Et ce n'est qu'une fois ces listes capturées que les éléments apparaissaient dans notre fenêtre projet. On va voir que dans Premiere Pro, la philosophie est un tout petit peu différente. Pour la capture par lot dans Premiere Pro, on ne va plus utiliser des listes, mais on va retrouver l'ensemble de ces éléments dans la fenêtre projet ici. Dans ce dossier, j'ai deux types d'éléments. Un plan en attente de capture, qu'on va donc appeler un plan offline, c'est l'équivalent des plans qu'on avait dans nos listes de capture dans Premiere 6. Si je double-clique dessus, on voit qu'on retrouve le même type d'informations que dans nos listes de capture dans Premiere 6. Aux côtés de ces plans qui sont donc offline, ce qui veut dire en attente de capture, on a des plans qui ont déjà été capturés, comme celui-ci. Pour préparer d'autres plans à capturer dans mon projet, je vais, comme sous Premiere 6.5, aller chercher la fenêtre d'acquisition, qui ici peut être aussi appelée par le raccourci clavier par défaut F5. Dans cette fenêtre, comme sous Premiere 6, on fait en sorte de nommer sa bande. On choisit ici le chutier dans lequel ce plan sera capturé. On définit un point d'entrée, un point de sortie, enregistrer l'élément. On peut rajouter un descriptif. Et plutôt que d'aller se stocker dans une liste de capture comme c'était le cas sous Premiere 6, mon plan est venu s'ajouter ici dans mon chutier perche. Alors sous Premiere 6, on utilisait beaucoup les captures par lot parce que sinon une capture à la volée n'enregistrait pas le timecode de la bande. Ici, ça ne sera pas une contrainte puisqu'on peut aussi bien avec la détection de scène activée qu'en faisant une capture à la volée, enregistrer des plans qui seront bel et bien enregistrés avec leur timecode. Et donc là, il est bel et bien ajouté dans le chutier que j'avais choisi. Si je double-clique dessus, je retrouve le timecode du plan. Et on retrouve ici la différenciation entre l'élément que j'ai mis offline et celui que j'ai capturé directement. Ensuite, pour lancer une capture par lot, je sélectionne les différents éléments offline. Et là, par clic droit, acquisition en série, ou par fichier acquisition en série, ou encore avec le raccourci clavier F6, je peux lancer une acquisition en série. Je peux, autour de mes points in-out, au besoin, rajouter des marges. Et lorsque l'on lance l'acquisition en série, on a le même principe que sous Premiere 6. Premiere Pro nous demande la bande et il va ensuite piloter le magnétoscope pour aller chercher les différents plans sur la base des timecodes que l'on avait enregistrés. Le travail des transitions dans Premiere 6.5 reposait sur ce qu'on appelait la B-roll, c'est-à-dire une superposition d'éléments entre la piste vidéo 1A et vidéo 1B. Par exemple, ici, si je voulais créer une transition entre ces deux plans, je crée un chevauchement entre les deux, puis dans ma palette transition, je prenais celle de mon choix pour pouvoir opérer le fondu enchaîné ici. Dans Premiere Pro, une transition se place directement sur un plan vidéo ou entre deux plans vidéo et sur n'importe quelle piste de son choix. Ici, entre le plan de la contrebasse et le plan de prise de voix en studio, je vais placer un fondu enchaîné. Donc l'ensemble des transitions se trouve ici dans la palette effets, dans le dossier transition vidéo.
Je peux aussi taper les premières lettres du nom de la transition pour la trouver plus facilement. Et je la fais glisser en timeline, soit à la fin du plan précédent, soit au début du plan suivant, soit entre les deux, ce qui est plus logique ici puisque je veux enchaîner ces deux plans. Si je double-clique sur cette transition, dans la palette Options d'effets, je vais avoir accès à une représentation de type AB-roll comme on avait sous Premiere 6 de cette transition. J'ai donc bien ici mon plan Studio 22 qui chevauche le plan Studio 18 avec la transition entre deux. Je peux, comme sous Premiere 6, ajuster les poignées de cette transition ou ajuster sa position entre les deux plans, voire même utiliser l'outil raccord modification compensée qui va préserver la durée des deux plans mais rallonger la fin du plan Studio 22 et raccourcir le plan Studio 18 afin que je puisse vraiment ajuster comme je le souhaite l'enchaînement de mes plans. Ici par exemple le plan de la contrebasse subit un mouvement de caméra qui n'est pas judicieux. Je vais donc me recaler avant, ce qui permet que le fondu se termine bien sans ce mouvement de caméra. Si je retourne en timeline, je dispose ici d'un titrage animé. Je peux de la même façon lui mettre un fondu enchaîné, mais ici à la fin. Si je clique dessus, il est bien placé en fin de découpe. Je n'ai pas d'autre choix puisque je n'ai pas d'autre plan derrière. Et donc, il disparaît en fondu sur la piste 2. Et ici, en piste 1, j'ai bien mon fondu enchaîné entre ces deux plans. Dans Premiere 6, les effets de type Picture-in-Picture, trajectoire ou travail sur les filtres se faisaient ici dans la palette effets en sélectionnant un élément. Avec cette palette configuration de trajectoire qui existe par défaut sur chaque plan pour donc définir son emplacement et son pourcentage en taille, et puis également les filtres si on en a ajouté. Si par exemple ici je voulais agencer ces trois plans dans un effet Picture-in-Picture statique sans trajectoire, eh bien, il fallait que je commence par aller donc dans la fenêtre configuration, définir deux fois ma valeur puisque par défaut j'ai toujours un point de début et de fin. Donc commencer par centrer mon élément, lui donner le pourcentage souhaité, ici 35%, sa position, donc moins 23, moins 16, répéter la valeur ici, sur le point de sortie, moins 23, moins 16 à 35%. Cette petite barre ici représentant la ligne de temps de ma timeline. Ensuite, sur ce plan de la contrebasse, si je veux le mettre en Picture-in-Picture également dans cet assemblage de plans, je passe par à nouveau l'outil trajectoire, également en taille 35%. Et je ne dispose pas d'une prévisualisation de ce qui se passe sur ma piste vidéo 1, c'est-à-dire du plan du pianiste. Ce n'est qu'une fois de retour ici dans la timeline que je peux prévisualiser l'effet. Et enfin, si sur la piste 3, je voulais ajouter ce plan du contrebassiste, mais que je veux enlever une partie du plan, donc pour réaliser cela, il faut sélectionner le plan. Dans la configuration de la transparence, on pouvait donc enlever la partie qui ne nous intéressait pas, avec la possibilité de voir les plans qui se trouvent en dessous. Mais on pouvait rencontrer des difficultés si on voulait combiner cela avec un effet de trajectoire. C'est-à-dire que si on veut uniquement déplacer le plan sans même l'animer dans le temps, eh bien, on voit qu'ici, le déplacement a fait que mon recadrage que j'avais défini n'était plus pris en compte. Il fallait donc passer par un certain nombre d'astuces pour pouvoir réaliser cela. On peut dire que le moteur vidéo de Premiere 6 atteignait ici ses limites. Pour le travail des effets dans Premiere Pro, je vais avoir accès à l'ensemble des effets d'un plan, ici dans cette palette options d'effets, qui peut être placée à l'emplacement de son choix avec l'interface modulable. Et donc quand je clique sur un plan, ici le plan du pianiste qui est en timeline, j'ai accès à un certain nombre de valeurs par défaut qui seront tout le temps proposées, ainsi qu'à tous les filtres que je peux rajouter par la suite et qui sont donc disponibles ici dans la palette effets, effets vidéo. Et donc là, j'ai le listing de tous mes filtres.
Contrairement à Première 6, si je veux par exemple changer l'échelle de ce plan, je ne vais pas avoir besoin de passer par une palette intermédiaire et je peux directement ici régler l'élément. La prévisualisation se fait dans le moniteur. Et si je veux manipuler l'élément dans le moniteur, je peux également le faire dans le moniteur à partir du moment où j'ai une petite flèche à côté de mon effet. Donc ici pour la trajectoire, c'est prévu pour. Je peux travailler aussi une rotation. Et l'ensemble des éléments sont pris en compte au fur et à mesure. Ici, je ramène la rotation à 0 degré et je place mon élément. Enfin, avec ce plan d'ensemble de la contrebasse que je mets sur la piste 3, si je veux utiliser un filtre, ici un filtre de recadrage, je tape les premières lettres du nom du filtre dans la palette effet, je le glisse sur l'élément, et toujours dans cette palette options d'effet, je vais trouver mon filtre qui s'affiche à cet emplacement-ci. À nouveau, là j'ai une petite flèche qui m'indique que si je clique sur le nom de l'effet, je peux directement le manipuler dans le moniteur. Je peux aussi changer la valeur manuellement ici, ou comme pour les autres effets, faire apparaître une petite glissière. Et je peux combiner donc le déplacement au recadrage, en déplaçant le plan ici dans les valeurs de position. Ici, avec le moteur vidéo de Premiere Pro, je n'ai donc plus de problème de type gestion des transparences, puisque quel que soit l'effet appliqué sur une piste, cela affiche en permanence les éléments présents sous les autres pistes, avec donc les gestions des transparences en cas de recadrage. Si l'on revient dans Premiere 6 à la création de trajectoires animées, cette fois, elle se faisait donc dans cette fenêtre trajectoire, et cette petite partie-là permettait de représenter l'emplacement de la timeline pour créer différentes valeurs dans le temps, par exemple avec différentes tailles et différentes positions. Les chemins de trajectoire restant par contre toujours basés sur des lignes. Pour le travail des effets de type trajectoire ou animés dans le temps avec différentes valeurs, dans Premiere Pro, c'est toujours par la fenêtre Options d'effets que cela va se faire. Donc je vais chercher ici un espace de travail Effets. Mais on va faire appel à une deuxième partie de cette palette en cliquant ici, ce qui va permettre ici, avec cette partie représentant la timeline, de placer des points clés avec différentes valeurs dans le temps. Je clique sur le petit chronomètre pour activer les changements dans le temps ici de position et d'échelle. Je vais mettre l'échelle à 30%. Un peu plus loin sur ma timeline, l'échelle sera cette fois à 50%. Et en ce qui concerne la position, je vais partir en haut. Je reviens ici à mon premier point de position. Je vais partir d'en bas. Donc j'anime bien dans le temps cet élément. Et si je ne veux pas que la trajectoire se fasse de façon linéaire, avec une ligne toute droite, je peux travailler une courbe afin que l'effet soit plus naturel. Ce type d'animation dans le temps, avec les points clés, peut aussi se faire bien sûr sur des filtres, pour passer par exemple d'un élément complètement flou à un élément net, et différents tutoriaux traitent en détail de ce travail des effets avec les points clés. Si l'on souhaitait dans Premiere 6 appliquer un effet ou une transition à l'ensemble de ces trois éléments, on pouvait créer un élément virtuel, ce qui permettait donc d'y glisser par exemple un filtre particulier qui va affecter d'un coup l'ensemble des trois éléments. Par exemple ici un filtre chromatique, pour ne laisser apparaître que la couleur bois des instruments. Ou alors pour finir avec un fondu au noir, en glissant tout simplement une transition en dessous l'élément virtuel. Dans Premiere Pro, pour créer l'équivalent d'un élément virtuel, nous allons utiliser plusieurs séquences. Ici, je suis bien dans ma séquence reportage, qui est indiquée ici dans la fenêtre projet. Je vais créer une nouvelle séquence avec ce petit bouton, puis le choix séquence, et je vais l'appeler trucage. Un nouvel onglet s'ouvre avec cette séquence. Pour l'instant, elle est vide, et je peux retourner dans ma séquence reportage en cliquant sur l'onglet à côté. Je vais sélectionner l'ensemble des éléments qui sont ici à la fin de ma séquence reportage, et faire par clic droit couper pour donc les supprimer de cette séquence, et par CTRL V au clavier ici
je les colle dans ma séquence trucage. Je peux fermer cette séquence. Et si je la prends dans le projet et que je la glisse à la fin de ma séquence reportage, je vais pouvoir, de même que je pouvais le faire sur un élément virtuel, appliquer des effets spécialement à cette séquence. Par exemple ici, l'effet 3D. Et si je prends mon espace de travail des effets, je vais pouvoir animer mon effet 3D dans le temps en saisissant différentes valeurs qui implémentent autant de points clés. C'est donc bien l'ensemble de la séquence qui se voit affecter ce filtre et les trois éléments, comme pour un élément virtuel, bougent en même temps.